Bonjour à toutes et à tous. Le grand plaisir d'accueillir sur le plateau de la CIMA Internet Web TV en exclusivité Christophe Hilleret, que nous recevions sur ces mêmes lieux il y a 2 ans. Christophe, précise-nous ton parcours et aujourd'hui tes fonctions. Mon parcours, il est modeste. Avant tout, je suis un agriculteur dans les Yvelines, mais aussi, bien évidemment, président de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Voilà. Très bien, bienvenue Christophe, un grand plaisir de te retrouver. Alors l'actualité est très chargée. Il est vrai que tu viens d'une région céréalière et ton groupe, notamment lorsque tu étais responsable GIA, était composé essentiellement de jeunes céréaliers. La campagne FNE très récente visait avant tout dans ces images, dans ce qu'on pouvait en voir, l'élevage. En quoi cela t'a-t-il touché, toi, qui était représentant et est représentant aussi de céréaliers? Elle a touché l'élevage, mais je pense qu'elle a touché toute l'agriculture, puisqu'il y avait, je ne sais plus si c'est 6 ou 8 en fait, affiches qui étaient prévues, et pour moi c'est assez déplorable. C'est-à-dire qu'on est pris entre deux feux. D'un côté, on a les distributeurs, les grands distributeurs qui essayent de s'accaparer la bonne image de l'agriculture assez facilement et à moindre frais, et d'un autre côté, on a toutes ces associations environnementales qui essayent de vivre sur le dos du monde agricole en essayant de le caricaturé dans les plus mauvais termes de ce qui peut exister. Et en fait, ils essayent de faire refléter une réalité qui est complètement tronquée, qui n'existe pas. Qui n'existe pas ou qui n'existe plus ou qui est en voie de résolution. Est-ce qu'il n'y a pas un message de fond qui s'appuie aussi sur des erreurs passées C'est-à-dire que comme tout secteur d'activité, nous évoluons. Et effectivement, aujourd'hui, il y a des attentes sociétales importantes en matière environnementale. L'agriculture d'il y a 15 ou 20 ans n'est pas l'agriculture d'aujourd'hui. On le voit dans ces bâtiments et on voit qu'elle évolue sur le plan technologique, elle évolue sur le plan agronomique. Et bien évidemment, l'agriculture d'il y a 20 ans n'est pas l'agriculture d'aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on est en train de payer les conséquences environnementales de cette agriculture passée. Et on ne veut pas voir tous les efforts qu'ont fait les exploitants agricoles et que continuent à faire les exploitants agricoles sur le plan environnemental. Et ce qui est de nature, une campagne comme ça, c'est de nature à décourager tous les efforts des agriculteurs qui sont faits déjà depuis 10 ou 15 ans. C'est-à-dire que chacun d'entre nous aujourd'hui essaye de travailler sur des notions agro-environnementales qui sont de plus en plus minces. Et à côté de ça, tous les efforts qui sont faits, ils sont annihilés par une campagne qui est purement délétère. Enfin, pour moi, j'appellerais ça du fumier, quoi. Ils ont créé du fumier, quoi. Alors, pourquoi ce type de campagne? Quel est l'objectif, le but? Vous avez dû en parler dans les différents cercles. Quelle est votre analyse? Tout simplement, votre analyse. L'analyse, elle est toute basique. La FNE, où sont les revenus de la FNE? C'est une association non gouvernementale, entre guillemets, puisque quand on regarde ses recettes, elles proviennent essentiellement du ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, pour boucler ses comptes, des associations environnementales ont besoin d'avoir des adhérents. Et pour avoir des adhérents, il faut qu'elle soit plus visible. Alors la FNE doit être plus visible que WWF, que doit être plus visible que Greenpeace. Et donc c'est une surenchère qui est faite sans fondement, simplement pour avoir des adhérents supplémentaires. Mais c'est absolument honteux. Et face à ce marketing de la peur, à cette communication très accrocheuse et de style contemporain bling-bling, la réponse du monde agricole? Pour moi, la réponse du monde agricole, c'est de rester droit dans ses bottes. C'est-à-dire que les efforts qu'on fait et qu'on a fait, et on doit les mettre en avant, qu'ils soient sur le plan de la production, de la qualité des produits, sur le plan environnemental. Nos agriculteurs doivent mettre en avant cet aspect-là. Et on ne doit pas rentrer dans ce débat qui est pour moi un débat de bobos, point à la ligne. Aujourd'hui, les bobos sont bien contents d'aller trouver des produits de qualité. Et il suffit d'aller au SIA pour voir dans les allées tous ces gens-là. Donc voilà, de toute façon, moi, j'ai jamais vu qu'on cultivait bien que sur du fumier. On a besoin de la terre et de la terre, c'est nous. Le fumier, je le laisse aux associations environnementales.
Donc en résumé, penses-tu que la maxime un bobo des bobards soit bien appropriée pour ce type de campagne de communication ? Je l'avais pas en tête, cette maxime, mais effectivement, c'est vrai que c'est réellement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je pense que, bien évidemment, ces campagnes-là n'amèneront rien ni au monde agricole, d'ailleurs, ni aux pratiques. Sincèrement, des agriculteurs sont beaucoup plus prêts à comprendre que sur le plan environnemental, en utilisant telle ou telle pratique, on évolue, plutôt que d'aller mettre une pomme de maïs sur la tempe de quelqu'un, sachant en plus la détresse qui existe aujourd'hui dans le monde agricole, globalement, et notamment dans le monde des éleveurs. Je trouve que je veux dire, moi je comprends même pas que la justice n'intervienne pas sur une campagne de ce type-là, quoi. Je suis bien d'accord, tout Internet Média se sent bien concerné, surtout quand on connaît les malheureux événements de suicide chez nos amis et collègues agriculteurs. C'est vraiment un effet lamentable et je m'associe volontairement à ce coup de gueule et coup d'humeur. Continuons à creuser le sujet. Je suis étonné d'avoir lu quelques rapports très sérieux sur le financement de la FNE. Financement de la FNE, donc à 57% par nos impôts, donc par le ministère de l'écologie et de l'environnement, mais aussi des mécènes, et des mécènes du monde agricole. Quelle dispersion, quel gâchis. C'est vrai que ces mécènes, puisque tu les cites, il y a des mécènes et entre autres on a retrouvé dans les financeurs de la FNE la Caisse régionale de crédit agricole d'Île-de-France. Moi j'étais le premier surpris par ce mécénat. Je pense qu'ils se sont fait piéger. J'aurais préféré que ce même mécène vienne en appui de nos organisations professionnelles agricoles et nous aide à communiquer sur nos produits et sur nos bonnes pratiques plutôt que d'aller financer une institution qui arrive très, très rapidement dans l'état d'esprit et avec une campagne aussi délétère que celle-là. Mais encore une fois, moi je suis que président de chambre d'agriculture, je ne suis pas président du Crédit Agricole, donc je regrette sincèrement la chose. Et en tant qu'élu, parce que tu es élu, as-tu remonté Bien évidemment, on a repris des contacts avec cette institution et visiblement, eux disent qu'ils se sont fait piéger, c'est-à-dire qu'à un certain moment, ils ont eu une demande, etc. Ils n'étaient pas au courant que cette campagne allait être menée et visiblement, les échos que j'ai, c'est que même les associations qui composent la FNE, un certain nombre d'entre elles désavouent complètement la campagne qui a été menée. Et je crois qu'au sein de la FNE, il y a un débat qui est très lourd, qui est en train d'être engagé, mais moi, ça ne m'appartient pas. Pour moi, en toute façon, c'est une institution, en tout cas sur le plan local, j'ai aucune envie d'aller travailler avec des gens qui désagrègent une profession de cette façon-là. En effet, le mal est fait et dans les têtes de nombreux collègues et amis agriculteurs. Un autre sujet lourd, la régulation OMC. Je dirais, nous avons eu du mal, nos gouvernants ont eu du mal, n'ont pas réussi à réguler les marchés financiers français. Comment pouvons-nous espérer une régulation des marchés au niveau de l'OMC en ce qui concerne l'agriculture ? Et la question, elle est très simple, mythe ou réalité ? Et à partir de là, quelle réaction des professionnels agricoles? Ouais, c'est tout simple, hein. J'ai qu'une position sur la régulation des marchés. Je pense que la régulation des marchés est souhaitable parce qu'il ne faut pas oublier que derrière le marché céréalier, il y a le marché de la viande, des éleveurs qui ont besoin aussi de nos produits à un certain moment. Mais plus que de parler de régulation, moi ce que je souhaite, c'est qu'on parle avant tout de revenus dans les exploitations. Et aujourd'hui, le revenu dans les exploitations, on sait qu'il est très hétérogène d'une année à l'autre. On se rappelle tous de l'année 2009 côté céréalier. Les éleveurs aujourd'hui sont au fond du trou et on le sait. Moi, je préférerais, on a la LMA qui est passée il y a 1 an. J'aurais préféré qu'on travaille sur des notions fiscales, hein, c'est-à-dire que au lieu, moi j'ai l'habitude de dire, hein, en tant qu'agriculteur, je vais avoir 45 bulletins de salaire sur une carrière. Je suis céréalier, 45 moissons, point, et je suis fiscalisé à chaque fin de mon bulletin de salaire. Je trouve que c'est pas logique et que une possibilité d'étaler dans le temps et pas que sur 3 ans des résultats serait quand même largement souhaitable. Ça, c'est de la régulation
régulation. Et puis la régulation, il faut quand même dire que notre président de la République c'est en train de s'ériger en grand Zorro ou défenseur, en tout cas, de ces marchés et qui veut les moraliser. Moi, je voudrais rappeler qu'il y a 2 ans, il s'est érigé de la même façon vis-à-vis des marchés financiers. Je ne sais pas ce qu'il a fait. En tout cas, moi, je ne vois pas beaucoup de conséquences sur les marchés financiers. Aujourd'hui, c'est les marchés des matières premières. Moi, j'ai le sentiment que le G20 ne sera pas un rendez-vous sur ces marchés-là. Déjà, la première chose qu'il faudrait qu'on obtienne sur les marchés céréaliers, entre autres, c'est une visibilité sur le stockage. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas aujourd'hui, dans un certain nombre de pays dans le monde, quel est le volume de céréales qui peut être stocké. Après, moi, j'entends ce que dit notre président de la République. Il faut savoir que l'Euronext français et européen est beaucoup plus libéral que les marchés à terme américains, puisqu'il y a 15 jours ou 3 semaines, les intervenants autres que les agriculteurs, puis les institutionnels et fonds de pension, ont été limités au niveau du volume financier qu'ils pouvaient engager quotidiennement ou pas sur ces marchés-là. Chose qui n'a toujours pas été mise en place sur les marchés européens. Alors moi, j'entends les discours, mais entre le discours et puis les faits, il y a quand même un fossé. Pour exemple, le colza a perdu près de 30 € en une seule journée, c'est-à-dire un peu plus de 9%. Là, en effet, c'est un déni de politique ou un déni d'effet d'annonce. Donc, au niveau de tes représentations, de la Chambre d'agriculture, quelles mesures concrètes réclamez-vous à la fois pour les céréaliers, mais pour vos collègues éleveurs ? Moi, je pense que sincèrement, avant de reporter la faute systématiquement comme on sait le faire en France ou en Europe sur d'autres, c'est-à-dire que je pense que le système franco-français et notre gouvernement auraient pu agir. La LMA était le lieu sur le plan fiscal de travailler, c'est-à-dire que l'étalement d'un résultat dans le temps et pas des mesures ponctuelles comme la DPA ou de la DPI qui pour moi sur purement un pansement sur une jambe de bois auraient été des mesures souhaitables, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait qu'on va rentrer dans un cycle avec des marchés complètement erratiques. Alors sur le plan céréalier, peut-être les animaux aussi. Ce qui serait souhaitable, c'est de pouvoir dans le temps fiscalement niveler ses revenus et de ne pas être, dès qu'il y a une bonne année, boum, on a les MSA et on a les impôts qui nous tombent dessus et l'année d'après c'est le trou. Ça c'est purement inadmissible. Et la régulation, c'est aussi ça. Il faut quand même le dire. Et nos politiques n'ont pas voulu prendre leurs responsabilités dans le cadre de la LMA sur ces sujets-là. Et pourtant, c'est des sujets qui ont été évoqués au plus haut niveau. Mais moi, j'en fais le constat. Alors aujourd'hui, on reporte la faute en disant à Bruxelles, faites le ménage sur les marchés, faites le ménage sur la régulation, c'est pas supportable. Mais il y a une chose qu'il faut dire aussi. Le trou dans lequel se trouvent les éleveurs, c'est proprement inadmissible. Quand on voit le prix de la viande qui n'a pas évolué depuis 15 ou 20 ans, non mais, je veux dire, dans le budget d'un ménage, aujourd'hui, les gens dépensent plus en téléphone portable, en abonnement Internet que sur l'alimentaire. Il va falloir un moment que nos politiques soient courageux et qu'ils disent aux consommateurs, la valeur des produits agricoles, c'est une valeur, il va falloir la payer. On ne peut pas continuer à nourrir la France, la planète, pour 3 sous. Nos agriculteurs en crèvent. Donc, mesures fiscales à l'intérieur de nos frontières avant tout et avant de réfléchir au monde entier, nous avons bien compris. Dernière question, Christophe. La chance de l'agriculture française, c'est son pluralisme. Au niveau de ses productions, au niveau aussi de sa qualité, de ses terroirs, au niveau de ses représentations. Mais est-ce que le mal de l'agriculture française, c'est pas sa dispersion ? La dispersion au niveau de la multiplicité de ses organisations, de ses organismes, de ses prises de parole. On sent qu'en face de nous, il y a des blocs qui se constituent. On a parlé d'organismes, d'organisations environnementalistes. Et il y a même au niveau politique plusieurs réponses. Regarde bien, 2 ministres différents côte à côte qui un condamne et l'autre caresse cette organisation environnementaliste sur le même sujet. Je dirais que c'est une totale cacophonie. Et est-ce que le mal de l'agriculture française ne réside pas-t-elle pas dans cette multiplicité d'interlocuteurs ? Et j'ai pas dit pluralisme, hein, il en faut, mais cette multiplicité, cette cacophonie entre les différentes organisations et organismes.
C'est vrai que c'est le discours. Alors moi, je préfère que la cacophonie soit dans le gouvernement que dans les organisations professionnelles agricoles. Mais elle est réelle dans le gouvernement, ça c'est clair. C'est vrai que les organisations professionnelles agricoles sont multiples. Elles ont répondu à un moment donné à une problématique et aujourd'hui à elles de s'adapter aussi à cette agriculture qui évolue. Et je ne dis pas que demain, il faut regarder les mêmes organisations dans le même état. Moi, je suis président de chambre d'agriculture, c'est ce que je dis. Si demain, ma structure n'a plus le mérite d'être et ne rend plus service à mes agriculteurs, moi je suis prêt à la tuer, ça ne me dérange absolument pas. Moi je suis au service des agriculteurs, je ne suis pas au service d'une structure. Donc voilà, ça c'est une première réponse. Mais derrière, moi j'entends aussi la question, derrière tout ça, il y a aussi l'organisation des marchés que l'on parle. Et notre président n'arrête pas de nous dire, vous êtes mal organisé, c'est de votre faute aujourd'hui si vous touchez pas, si vous n'arrivez pas à valoriser vos produits. Je l'entends ce message-là, mais est-ce qu'il veut le modèle néo-zélandais où il n'y a plus qu'une coopérative laitière? Je ne suis pas persuadé que nos producteurs pourront demain faire valoir leur typicité de territoire comme tu l'as évoqué. On sait que le lait qui est produit dans le Jura n'est pas le même que celui qui est produit en Bretagne. Il n'a pas la même destination. Donc demain d'avoir une coopérative, moi l'organisation de filières ou de producteurs, oui, mais à la limite. Et la limite c'est celle de nos territoires. C'est à mon avis assez paradoxal d'entretenir ces deux messages en disant gardons des territoires, gardons des produits, gardons des typicités, et puis d'un autre côté vous n'êtes pas suffisamment organisé pour peser face à la grande distribution. Donc bon voilà, il y a deux messages qui sont à mon avis paradoxaux. Un souhait profond pour 2011 ? Le souhait profond, et bien évidemment, je suis au service des agriculteurs, c'est de voir toutes les filières pouvoir vivre, et plus particulièrement en Ile-de-France. Moi, en tout cas, mon souhait, c'est d'avoir une visibilité sur nos outils de travail, parce que ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que l'Île-de-France, on a des grands projets, entre autres, qui viennent aussi du même endroit, entre autres, de la présidence de la République, par rapport à l'aménagement du territoire. On a le projet du Grand Paris, on a le projet du SDRIF, on ne sait pas lequel des deux va sortir. L'avenir de nos exploitations est en jeu. Je voudrais rappeler simplement que sur Saclay, puisque AgroParisTech doit bouger et doit arriver sur Saclay, c'est quand même 500 ou 600 hectares qui vont disparaître. Le président de la République nous donne simplement une garantie, c'est de préserver 2300 hectares sur ce plateau-là. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce territoire-là soit un territoire dynamique et pas une réserve d'Indiens comme aujourd'hui on nous le présente, quoi. Je veux dire, demain, j'ai pas envie que ça soit grillagé et qu'on nous balance des cacahuètes simplement pour entretenir un territoire agricole. Non, j'ai besoin d'un territoire agricole qui vive, qui sorte des productions et qui serve en tout cas à l'environnement proche et à l'urbanisation proche en fournissant des produits, de l'énergie, des biomatériaux, etc. Très bien. Toute dernière question, c'est promis. Qu'attends-tu de la presse agricole française ? En quoi doit-elle se remettre en cause ? En quoi doit-elle évoluer ? La presse agricole, ce que je souhaiterais, c'est que côté presse agricole, elle est très centrée sur elle-même et très centrée sur en fait ses lecteurs et qui sont purement des agriculteurs. Ce qui nous manque, on a un fossé aujourd'hui qui existe entre la presse quotidienne classique, qu'elle soit nationale ou locale, et puis la presse agricole. Et quand on parlait de la FNE et des campagnes publicitaires, il serait judicieux d'avoir une presse un peu transversale, qui soit de type rural ou autre, qui nous permette des vecteurs qui nous permettent de transmettre un certain nombre de messages. Aujourd'hui, le problème, c'est que les politiques parlent l'agriculture, les associations parlent l'agriculture, et nous, on a du mal. On a du mal parce qu'on n'a pas forcément ces moyens financiers, cette connaissance auprès des médias de divulguer ou de faire passer un certain nombre de messages. Et moi, je trouve qu'il y a une presse qui serait sans doute judicieuse, qui soit à cheval entre la presse spécialisée purement agricole et puis la presse quotidienne classique, et ce qui nous permettrait de faire passer un certain nombre de messages. Merci beaucoup Christophe pour cette passion et ces arguments. Vraiment le sentiment que des débats avancent. Encore merci. Je ne te dis pas dans 2 ans parce qu'on se reverra d'ici là. C'était en direct et en exclusivité du plateau de la CIMA Internet Web TV. Bonne soirée à toutes et à tous.